Le monde entier a les yeux rivés sur la pyramide du pharaon Khéops en Égypte. Pourtant, juste à côté, sur le plateau de Gizeh, d'autres chefs-d'œuvre architecturaux défient la loi du temps. Le Sphinx, ce lion à la tête humaine, et les pyramides des pharaons Képhren et Mykérinos. Des prouesses de construction inégalées. Le Sphinx n'est pas qu'un rocher, c'est un rocher vivant. La pyramide de Képhren est actuellement la plus haute pyramide du monde. Située à quelques mètres à peine de la célèbre Khéops, la pyramide de Képhren donne l'impression d'être en tout point similaire à son impressionnante voisine. Pas moins de 140 mètres de maçonnerie sont accumulés sur cette voûte. Comment les Égyptiens ont-ils pu créer de tels colosses sans aucune machine moderne? Que représente le Sphinx et pourquoi a-t-il été positionné à cet endroit précis? Quel secret l'exploration de ces monuments peut-elle encore révéler? Aujourd'hui, nous utilisons des satellites, mais les Égyptiens de l'Antiquité avaient trouvé une méthode très simple, les trous. Aujourd'hui, une nouvelle technique prometteuse doit permettre de percer les secrets les mieux gardés de l'Égypte ancienne, la photogrammétrie. Des modèles 3D ultra précis des pyramides et du Sphinx que nous avons pu réaliser en scannant ces monuments depuis les airs. Les résultats spectaculaires de cette campagne offriront des outils puissants aux égyptologues. On arrive à reproduire en 3 dimensions des paysages de plusieurs kilomètres carrés. On a vraiment l'impression d'avoir le site de Giza sur son ordinateur. Je crois n'avoir jamais vu les pyramides de Gizeh comme cela. 3 des plus grands égyptologues aux États-Unis, en Égypte et en France ont accepté cette mission grandeur nature. Analyser le plateau de Gizeh depuis les airs et de l'intérieur, comme cela n'a jamais été fait. Ce qui est tout de suite frappant, c'est l'alignement de ces pyramides. La photogrammétrie permet de voir que le corps du sphinx est plus long que celui d'un sphinx égyptien classique. Donc la géométrie de la pyramide est vraiment quasi parfaite. Plus de 4000 ans après leur construction, ces monuments de pierre pourraient enfin livrer leurs derniers secrets. Bienvenue dans l'archéologie 2.0. Perdue entre le désert et l'immense ville du Caire, une gigantesque étendue de calcaire de plus de 300 hectares surplombe la vallée du Nil, le plateau de Gizeh. Il y a plus de 4000 ans, nos ancêtres ont mis à profit toute cette matière première pour faire sortir de terre de véritables prodiges d'architecture. 3 pyramides les unes à côté des autres, celle abritant le tombeau de Khéops, la pyramide de son fils Képhren et celle enfin de son petit-fils Mykérinos. Sans oublier le Sphinx à l'entrée du plateau. Un paysage de carte postale qui a traversé la Terre entière. Si Khéops est la plus connue, les pyramides de Képhren et de Mykérinos, distantes d'à peine une centaine de mètres, présentent elles aussi des degrés de perfection inégalés. Mais aucune campagne scientifique de grande envergure n'a été réalisée sur ces 2 monuments, alors qu'il reste encore beaucoup d'énigmes non résolues à leur sujet. Quand je suis arrivé sur le plateau de Gizeh, tout le monde m'a dit « il n'y a rien à découvrir ». C'était en 1987, mais j'ai fait des découvertes capitales. Je le dis toujours, nous n'avons découvert que 30% des monuments égyptiens. Mais aujourd'hui, les mystères qui entourent ces fascinants tombeaux pourraient être levés. Car une équipe d'ingénieurs français a obtenu les autorisations exceptionnelles de réaliser une campagne historique de relevé numérique. À l'aide de drones et de caméras discrètes, ils vont photographier le plateau de Gizeh sous tous les angles. Cette technique, c'est la photogrammétrie. Après plusieurs jours sur le terrain, les centaines de milliers de clichés sont rapatriés à Paris. Une fois assemblés, ils formeront des modèles 3D des pyramides et du Sphinx. La photogrammétrie n'est pas nouvelle, mais l'évolution de la technologie permet d'atteindre aujourd'hui des degrés de précision inégalés. Ces algorithmes, ils permettent aujourd'hui de traiter non plus 2-3 images comme on le faisait avant, mais plutôt 1000, 10 000, voire 100 000 images. On arrive à reproduire en 3 dimensions des paysages de plusieurs kilomètres carrés, des monuments, des sculptures, en allant jusqu'au plus infime détail en fait, de l'architecture ou du décor. Ces données photogrammétriques permettront peut-être de percer certains secrets de construction. On peut avoir des informations sur comment elles ont été construites grâce à l'étude des blocs, grâce à l'étude de leur géométrie, comment les blocs ont été taillés par exemple, est-ce qu'il y a des traces d'outils sur les blocs. Plusieurs semaines sont nécessaires pour calculer ces modèles ultra précis. Ils permettront peut-être de faire de nouvelles révélations sur ces monuments emblématiques
notamment sur le Sphinx, l'un des plus célèbres, mais aussi des plus mystérieux monuments égyptiens. Vassil Dobrev, un égyptologue français, nous emmène découvrir cette gigantesque statue située en contrebas des pyramides et qui protège l'entrée du plateau depuis des millénaires. Quand je suis devant le Sphinx, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Ça doit être une image tellement forte qu'elle n'a jamais été copiée finalement. Même si on a fait par la suite de plus petits sphinx, on n'a jamais taillé un autre sphinx dans une montagne comme ça. Vous voyez, des montagnes, il y en a plein. À côté des petites buttes comme ça. Pourquoi on n'a pas taillé d'autres sphinx? Qui est donc ce gardien qui veille sur le plateau de Gizeh? 4000 ans plus tard, difficile de savoir quel symbole se cache derrière cette étrange créature. Une chose est sûre, depuis sa construction, elle n'a cessé de fasciner les hommes et les égyptologues. Même si pendant très longtemps, la statue était presque intégralement recouverte par le sable d'Égypte. Pendant des siècles, les Égyptiens adoraient voir et toucher le Sphinx et voulaient être enterrés à ses côtés. C'est pour cela qu'il est devenu une légende. À l'époque grecque, ils pensaient qu'il était debout, comme le colosse de Rhodes. On pensait que c'était une statue debout. Et la dernière fois, c'était les années 20 qu'on a désensablé le Sphinx. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait un corps de lion. Donc, c'est pas un être habituel, c'est pas juste un pharaon. Avec ses 73 mètres de long pour 20 mètres de haut, le Sphinx mesure plus de 25 fois la taille d'un lion. Grâce à l'analyse de ces pierres, les archéologues datent sa construction à environ 2500 ans avant Jésus-Christ, soit au même moment que les règnes des pharaons de Gizeh. Il a donc probablement été construit par les mêmes hommes qui ont fait sortir les pyramides de terre. Mais pour mieux comprendre sa forme atypique, il faut se pencher sur sa construction. Et pour l'archéologue Marc Lehner, la réponse se trouve sur le terrain. Vous savez, ce qui marque le plus ceux qui voient le Sphinx pour la première fois, c'est qu'il ne soit pas en hauteur sur le plateau. Il est plus bas, dans une carrière. Les Égyptiens de l'Antiquité ont créé le Sphinx non pas en apportant des pierres, mais en le taillant dans la roche naturelle. Tout comme Michel-Ange a sculpté le David dans un gros bloc. Au XIXe siècle, les premières fouilles archéologiques permettent aux égyptologues de comprendre comment la statue a été construite. Ils découvrent qu'au lieu de faire venir des tonnes de blocs, les Égyptiens de l'Antiquité ont eu l'ingénieuse idée de tailler le Sphinx directement dans cette carrière du plateau de Gizeh. Et rien ne se perdait. Les blocs que les bâtisseurs retiraient pour construire le Sphinx étaient aussitôt réutilisés pour bâtir un temple juste devant la statue. La plupart des blocs ont 3 couches géologiques. Une couche dure, en dessous une plus tendre, jaune parce qu'elle comprend plus d'argile, et enfin une autre plus dure. On retrouve ces mêmes couches dans le corps du Sphinx, ainsi que sur les côtés de la carrière autour du Sphinx. Et on peut retrouver d'où ces blocs proviennent dans la roche naturelle du Sphinx. Les premiers relevés photogrammétriques du Sphinx sont déjà disponibles. Vassil Dobrev analyse ces données. Les images prises du ciel offrent un point de vue inédit pour l'archéologue et révéleront peut-être des informations sur l'enveloppe dans laquelle le Sphinx a été construit. On sait que le Sphinx a été taillé dans une montagne. Mais on n'arrive pas à l'imaginer parce qu'on est toujours en bas. Mais en revanche, maintenant ici, on voit du haut, on devine la forme de la montagne dans laquelle le Sphinx a été taillé. La photogrammétrie confirme que le Sphinx a bien été bâti dans un amas de roches disponible sur le plateau de Gizeh. Et une autre particularité du Sphinx apparaît aussi très visiblement sur les images numériques. La photogrammétrie du Sphinx montre bien que son corps est plus long que celui d'un sphinx égyptien classique. Les sphinx égyptiens classiques font 3 têtes de long, et le grand sphinx de Gizeh en mesure 5. On a donc l'impression qu'on a étiré le corps du lion comme un élastique. Et pourquoi? Parce qu'il y a une large fissure dans la roche naturelle qui traverse la taille du sphinx. Ils ne pouvaient pas sculpter la croupe à cet endroit, sinon elle n'aurait pas tenu. Ils ont donc étiré le sphinx pour l'adapter à la géologie. C'est plutôt passionnant ce qu'on peut voir avec la photogrammétrie.
Cette mystérieuse fissure a été découverte lors du désensablement de la statue. À cause d'elle, les constructeurs ont dû prolonger le corps du sphinx. Car s'ils avaient respecté les proportions classiques d'un lion, ils n'auraient pas pu terminer sa croupe à cause de la fissure. Heureusement, les bâtisseurs ont rapidement trouvé une solution. Les architectes ont rempli cette fissure avec des pierres. Et après, ils ont tout recouvert avec les pierres que vous voyez pour soutenir le corps abîmé. Puis, les architectes ont modelé le corps du lion sur les pierres de revêtement. Si on a aujourd'hui plus de connaissances sur la construction de la plus célèbre statue d'Égypte, un grand mystère entoure toujours le sphinx. Depuis des années, les égyptologues s'affrontent pour savoir qui il représente. Le célèbre pharaon Khéops ou son fils Képhren. Pendant longtemps, tout le monde pensait qu'il s'agissait du pharaon Képhren, car le sphinx est placé juste devant sa pyramide. La carrière dans laquelle le sphinx se trouve est le remblai de la chaussée de Képhren. Le sphinx se situe au bout, sur la gauche, là où la chaussée retrouve le temple de la vallée. Devant le sphinx, il y a le temple du sphinx, de toute évidence bâti pour lui. Il semble donc appartenir à ce qu'on pourrait appeler le complexe de la vallée de Képhren. Et je pense qu'il représente Képhren. Mais certains égyptologues, comme Vassil Dobrev, avancent d'autres arguments. Quand on vient voir le sphinx, on voit du Caire, donc de là-bas, de l'Est, et on voit le sphinx de face et derrière la pyramide de Képhren. Donc on se dit, le sphinx c'est Képhren. Sauf que, si on se met à la place des Égyptiens, ils venaient du sud, de là-bas, de Saqqara, qui est à 20 km d'ici. En venant de ce côté-ci, on voit le sphinx de profil, et derrière lui, c'est qui? C'est Khéops. Donc, il faut lier le sphinx avec la pyramide de Khéops. Pour cet égyptologue, le sphinx serait donc en lien avec la pyramide de Khéops et non celle de Képhren. Et pour démontrer sa théorie, Vassil Dobrev s'appuie aussi sur la photogrammétrie. La photogrammétrie aussi est très utile pour voir exactement comment est placé le sphinx par rapport à la pyramide de Képhren. Et là, on se rend compte que la chaussée de Képhren contourne le sphinx. Et ça, c'est clair et net ici, il n'y a pas de doute. Et du coup, cette image-là me permet d'être sûr dans mon affirmation que Képhren, quand il a construit sa pyramide et sa chaussée, il avait déjà le sphinx devant lui. Donc, il était obligé de le contourner par le sud. La pyramide de Képhren a été construite après la pyramide de Khéops. Si la chaussée de Képhren contourne le sphinx, pour Vassil Dobrev, cela veut dire que la construction du sphinx a eu lieu avant le règne de Képhren et qu'il serait donc plutôt rattaché à la pyramide de Khéops. Mais d'autres égyptologues, dont Mark Lehner, réfutent cette théorie. Pourquoi Khéops aurait-il placé le sphinx là, si loin de son complexe pyramidal et de son alignement? Son temple et sa chaussée, longue de près de 800 mètres, fait un virage pour finir au temple de la vallée. Loin du sphinx donc. Vu son emplacement, le sphinx ne s'inscrit pas dans l'architecture de Khéops, mais peut s'inscrire dans celle de Képhren. Pour l'instant, le mystère autour de l'identité du sphinx demeure, même si les technologies 2.0 nous permettent chaque jour d'en savoir un peu plus. Mais les scientifiques ont déjà réussi à lever le voile sur certains secrets du sphinx. Pendant longtemps, Zahi Hawass a cherché des chambres cachées. Avec Mark Lehner, ils ont même creusé un tunnel pour explorer les sous-sols de la statue. Aujourd'hui, exceptionnellement, il accepte de nous montrer ce passage dissimulé. Peut-être seulement 5 personnes ont pu entrer dans ce tunnel. 5. Ici, c'est l'entrée du tunnel. Ça monte et ça descend. Je veux que les personnes qui parlent des mystères du sphinx, qui ont plein de théories, me rejoignent à l'intérieur du tunnel pour prouver que c'est une roche solide. Le sphinx, c'est une roche vivante. En tout, 32 campagnes de forage ont été réalisées sous le sphinx. Aucune n'a donné de résultat.
Il n'y a rien de caché là-dessous. Pas d'aliens ou de personnes provenant d'Atlantis ou d'une civilisation disparue. Si les forages n'ont pas permis de trouver de cavité secrète sous la statue, ils ont en revanche révélé une fragilité de l'ouvrage. Car si les pyramides qui l'entourent défient les siècles sans s'abîmer, le sphinx est bien plus vulnérable. Comme la roche qui le constitue est située bien plus bas que les pyramides, elle est aussi beaucoup plus près de la nappe phréatique. Le corps du sphinx a été bâti sur un ancien fond marin. Donc on retrouve des cristaux de sel dans le sphinx. Et quand l'humidité de la nappe phréatique s'infiltre dans les pores du calcaire, elle dissout les sels et les remonte vers la surface. Lorsque l'eau sèche, les sels recristallisent et ils exercent une forte pression vers le haut sur la surface des pierres. C'est pour ça que ces couches plus tendres s'effritent constamment. Et c'est pour ça que le corps du sphinx est si fragile. Il est fait de ces couches naturelles. La topographie du terrain dont ont bénéficié les constructeurs est devenue un véritable défi pour la conservation des édifices. Commencées à peine 1200 ans après sa construction, les restaurations du sphinx se succèdent au cours des siècles. Aujourd'hui encore, sa préservation reste un enjeu de taille. Des fissures sont apparues ici, il y a quelques mois. C'est la preuve que le sphinx est la plus vieille personne malade au monde. Il faut être constamment à son chevet. Le sphinx est une icône pour le monde entier, pas que pour les Égyptiens. Il est essentiel de le sauver. La plus célèbre statue du monde est donc sous surveillance constante. Et grâce à la photogrammétrie, il est désormais possible de conserver pour toujours un modèle numérique de ce monument. Aucun site archéologique n'est éternel et l'image qu'on peut en voir aujourd'hui ne sera pas l'image qu'on en aura demain. Donc en fait, ça nous permet de transcrire sur un autre support, qui est le support numérique en fait, l'image du monument et de le transmettre finalement aux générations futures tel que nous, on a pu le voir. Aujourd'hui, si la science apporte beaucoup de réponses, il reste encore quelques mystères à percer sur le sphinx, comme sur l'ensemble du plateau de Gizeh. À Paris, justement, les ingénieurs terminent les calculs des derniers relevés photogrammétriques. Avec les modèles des pyramides de Képhren et de Mykérinos, c'est l'ensemble du plateau de Gizeh qui est maintenant numérisé. Les images sont spectaculaires. Nos experts les découvrent avec excitation. Ce qui est fantastique avec cette photogrammétrie, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir une image réaliste du site. Et on peut voyager, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir le site de Gizeh sur son ordinateur. Voir les trois pyramides alignées et la perfection du travail des architectes dans le positionnement des trois pyramides est incroyable. Je ne crois pas avoir déjà vu les pyramides de Gizeh comme cela. Et ils ne tardent pas à rendre leurs premières analyses, notamment au sujet de Képhren, la deuxième grande pyramide de Gizeh. Ce qui est tout de suite frappant, c'est l'alignement de ces pyramides. On voit parfaitement que Képhren s'est mis vraiment dans l'axe avec les diagonales de Khéops. Ils sont alignés sur les angles sud-est. Et du coup, cet axe-là, il va vers Héliopolis. Héliopolis est à cette époque la capitale religieuse de l'Égypte. Sans nos technologies modernes, les constructeurs de Képhren réussissent l'exploit d'aligner la pyramide à la fois dans l'axe de Khéops et en direction d'Héliopolis. Et en se penchant de plus près sur Képhren grâce à la photogrammétrie, Franck Monnier confirme une autre donnée capitale. La pyramide de Khéops est connue pour être la plus grande pyramide à avoir été construite. Mais en fait, cet outil nous permet d'effectuer des mesures, et ces mesures nous révèlent qu'actuellement, c'est la pyramide de Képhren la plus haute. Elle a gardé une partie de son revêtement, surtout au sommet, tandis que la pyramide de Khéops a été démontée au niveau du sommet. Si on effectue une mesure ici, on se rend compte en fait que la pyramide de Képhren est haute de près de 140 mètres, tandis que la pyramide de Khéops actuellement est haute de près de 138 mètres. Donc la pyramide de Képhren est actuellement la plus haute pyramide du monde. Képhren est le deuxième fils de Khéops. À l'origine, sa pyramide faisait 143 mètres et celle de Khéops 146 mètres. Mais comme Khéops a été dépossédé de son sommet par des pilleurs, aujourd'hui la pyramide du fils dépasse celle du père. Malgré cet exploit,
on dispose de peu d'informations sur la personnalité de Képhren. Képhren devait être très ambitieux parce qu'il a construit une très grande pyramide. Il y avait une montagne qui était à cet endroit-là, donc il a utilisé le matériau. Et donc, la particularité, c'est qu'il est pragmatique. Une chose est sûre, Képhren cherche à construire une pyramide aussi grande que celle de son père. Et pour arriver à ses fins, Képhren le pragmatique use alors d'un stratagème très habile. Si on zoome sur le coin nord-ouest de la pyramide, à la base, on remarque bien en fait que la roche a été taillée et les Égyptiens ont tiré parti de l'existence de ce socle rocheux pour économiser en fait sur les matériaux à acheminer et à construire. C'est-à-dire qu'on a ici découpé de gros blocs qu'on a redisposés ailleurs, là où il n'y avait pas cet affleurement rocheux, là où la pierre manquait. Vassil Dobrev nous emmène constater cette particularité de Képhren sur le terrain. La montagne est là, on la voit ici très nettement, vous voyez. Donc, ça a été taillé pour recevoir les blocs. Vous voyez, on peut mettre des blocs par-dessus. Grâce à ce socle rocheux, la pyramide est légèrement surélevée. Mais ce n'est pas la seule ruse qu'utilise Képhren pour faire paraître sa pyramide plus grande. Puisqu'il voulait faire aussi haut que son père, au lieu de mettre une pente comme son père, il a utilisé une pente plus raide. Il triche un peu. Les faces de Képhren sont inclinées à 53 degrés contre 51 degrés pour Khéops. Si la différence paraît infime, ces faces plus pentues donnent à Képhren une apparence plus gracieuse que Khéops. Et c'est loin d'être la seule prouesse. La base de la pyramide serait aussi un véritable chef-d'œuvre de géométrie aux mesures parfaites. Donc la photogrammétrie nous permet d'avoir une vue du dessus parfaite. Donc si on trace des droites au niveau des arêtes de la pyramide, on remarque que celles-ci se coupent parfaitement au niveau du sommet et qu'elles suivent parfaitement en fait, la direction des arêtes. Donc la géométrie de la pyramide est vraiment quasi parfaite. La photogrammétrie le confirme en 2 clics. Le socle de la pyramide de Képhren est un carré parfait. Mais comment une telle précision a-t-elle été possible? Pour les scientifiques, la réponse se trouve peut-être dans de mystérieux trous visibles à certains endroits du plateau de Gizeh. On a trouvé partout à Gizeh ces trous de 40 cm de diamètre. Ils ont servi à dessiner une base carrée, parfaite, pour la pyramide. L'hypothèse est la suivante. Les Égyptiens auraient utilisé ces trous pour y planter des repères en bois. Grâce à ces repères, ils auraient ensuite tracé des arcs de cercle. En reliant les points d'intersection de ces arcs de cercle, ils pouvaient former la perpendiculaire et donc l'angle droit de la pyramide. Aujourd'hui, on utilise des satellites, on utilise la technologie, mais les Égyptiens de l'Antiquité avaient trouvé une méthode très simple, les trous. Cette technique simple mais ingénieuse permet aux constructeurs d'atteindre une précision inouïe. Les côtés sont longs de 215 mètres, avec une erreur moyenne de seulement 8 cm, ce qui est extraordinaire. Les angles droits sont quasi parfaits également, aussi parfaits que ceux de la pyramide de Khéops. En se promenant autour de la pyramide avec la photogrammétrie, Franck Monnier constate une autre particularité de construction. On remarque à la base qu'il y a une disposition en fait, de blocs énormes, c'est-à-dire de mégalithes, qui sont longs de 5 mètres. Ce qui est tout à fait exceptionnel en fait. On avait des blocs à la pyramide de Khéops qui ne dépassaient pas 7 tonnes. À la pyramide de Képhren, les blocs qui sont de l'ordre de 20, 30, 50 tonnes sont très courants. Donc ici, on a une évolution nette de la maçonnerie, de la technique utilisée et mise en œuvre. La photogrammétrie permet également d'en apprendre plus sur la disposition des blocs sur les hauteurs de la pyramide, des zones extrêmement difficiles d'accès sur le terrain. A priori, on a une maçonnerie très hétérogène, c'est-à-dire on a des petits blocs, de gros blocs, tout semble assez aléatoire. On dirait presque des décombres par endroits. Puis, en haut, l'échelonnement des rangées semble égal sous l'enveloppe intacte. S'agit-il de 2 phases différentes? Y a-t-il eu une interruption dans la construction? On ne comprend pas la structure interne de la pyramide de Képhren. Mais sa maçonnerie est loin d'être aussi imposante et assemblée avec des joints que celle de Khéops. Selon Vassil Dobrev, il s'agirait là encore d'une ruse de Képhren pour gagner du temps.
J'aime beaucoup Kephren parce qu'il est quelqu'un de très intelligent et très pragmatique. Chez Khéops, on a vu que c'est nickel les assises. Les blocs sont pratiquement de la même hauteur, alors qu'ici, on voit qu'on a fait quand même 3 assises avec des grosses pierres pour soutenir quand même l'essentiel du bâtiment. Et puis après, on a fait des pierres plus petites, plus grands, plus petits, pas si égales. On s'est rendu compte que finalement, ça va beaucoup plus vite. Et ça ne serait pas visible, parce qu'il y aura des magnifiques revêtements qui va cacher tout ça. Donc c'est un peu à la limite, aujourd'hui, c'est Khéops. C'est du cuir pur, là c'est du sky, c'est vite fait, c'est bien fait, ça a le même effet. Le pragmatisme de Kephren est sans limite. Même le choix de l'emplacement de sa pyramide est purement stratégique. Si on se place près du coin nord-ouest, on remarque, avec cette vue aérienne, les traces d'une carrière qui a dû être exploitée en fait, durant le règne de Kephren. Alors, elle était connue, cette carrière, mais ici, on voit très bien en fait, tous les agencements des blocs, c'est-à-dire qu'on voit tous les sillons qui avaient été creusés pour détacher les blocs du sol. En se fournissant directement à proximité du chantier de la pyramide, les bâtisseurs font d'une pierre deux coups. Ils réduisent le temps de transport des matériaux tout en creusant le décaissement nécessaire tout autour de la pyramide. Vassil Dobrev nous emmène découvrir cette carrière située à une vingtaine de mètres à peine des parois de la pyramide. Et bien là, nous sommes au cœur de la montagne que Kephren a utilisée pour faire sa pyramide. Ici, on voit le bout qui n'a pas été utilisé. Mais toute cette partie-là, ici, ça a été pris et placé sur le monument. Souvent, on se pose la question, oui, mais combien de temps on a mis pour construire? Mais finalement, la pierre est là. On voit les traces d'instruments des ouvriers de l'époque. Comment ils ont taillé, ils ont pris des blocs de différentes tailles. Si l'extérieur de Kephren est tout aussi sophistiqué que celui de Khéops, est-ce aussi le cas pour l'intérieur? La grande pyramide de Gizeh abrite un système funéraire complexe à 3 chambres. Sa petite sœur, la pyramide de Kephren, a-t-elle été dotée du même dispositif? Pour le découvrir, nous avons pu exceptionnellement pénétrer dans les entrailles de la pyramide. La pyramide est fermée au public en temps normal. On a eu une autorisation vraiment exceptionnelle. On a de la chance. Pour la toute première fois, nos équipes vont pouvoir numériser Kephren de l'intérieur. Même si c'est tout sombre à l'intérieur, on peut quand même avoir des outils qui nous permettent d'avoir des données exploitables et avoir un modèle 3D de très bonne qualité. L'entrée principale de Kephren se trouve au niveau du sol. Elle débouche sur une galerie descendante que l'on appelle une descenderie, puis sur un couloir d'une 60aine de mètres en tout. C'est au bout de ce passage que se trouve une chambre funéraire. Voilà, on est arrivé à la chambre. Magnifique. Et toujours, vous voyez, c'est creusé dans la montagne et couvert par des magnifiques pierres. La chambre funéraire de Kephren fait 32 mètres carrés. Elle est beaucoup plus spacieuse que la chambre funéraire du roi chez Khéops. Située sous la pyramide, elle aurait été taillée directement dans la montagne à ciel ouvert. Grâce à la photogrammétrie, Franck Monnier peut analyser à distance sa particularité architecturale, une voûte en forme de V inversée, appelée aussi voûte en chevron. La chambre est dans le sol, mais elle a été protégée de toute la masse de la pyramide par une voûte en chevron. Donc ici, on a vraiment une vue de la sous-face, en fait, de la voûte en chevron. Il faut savoir que cette voûte en chevron est la voûte la plus chargée au monde, sans doute, dans une maçonnerie faite de pierres jointoyées. Pas moins de 140 mètres de maçonnerie sont accumulés sur cette voûte. Ça fait considérable. Donc c'est sans doute un record dans l'histoire mondiale de la construction. 140 mètres de maçonnerie, soit des centaines de tonnes de pierres qui sont retenues par cette incroyable voûte. Les architectes de Khéops sont les premiers à utiliser des chevrons dans une pyramide. Grâce à ces expériences passées, les ingénieurs de Kephren maîtrisent parfaitement la technique. Ici, la voûte supporte entièrement le poids de la pyramide. Le plafond, ce sont des grands blocs qu'on place un chevron, comme ça. Le placement de ces blocs-là permet de porter le poids sur le plein et pas sur le vide. Et cette technique-là est tellement efficace que tous les rois par la suite l'appliquent. Toutes les charges sont redistribuées sur les côtés, c'est-à-dire sont déviées et viennent se rediriger vers les murs latéraux. Si nous avions un plafond plat, toutes les charges pèseraient sur ce plafond, il céderait et ensuite s'écroulerait. La voûte de la chambre funéraire de Kephren est un véritable prodige de construction.
car 4500 ans plus tard, elle est presque intacte. On peut légèrement discerner en fait des fissures. Alors, cette voûte est dans un excellent état, c'est vrai, mais elle a quand même été sollicitée par une charge incroyable. C'est-à-dire que des centaines de milliers de tonnes s'appuient sur elle. Ça n'a pas été sans conséquence. Même si elle est en bon état, elle a quand même été fissurée. Elle a craqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on discerne très difficilement à l'œil nu, mais qu'on peut voir sur cette photogrammétrie. Un autre élément du complexe funéraire de Képhren intrigue les égyptologues. Son sarcophage soulève beaucoup de questions. Le sarcophage était en réalité fait de granit rouge qui venait d'Assouan. Il y a deux choses qui doivent nous venir à l'esprit. Soit les architectes égyptiens de l'Antiquité ont demandé aux ouvriers de le faire dans la carrière de granit à Assouan. Ils auraient pu faire le couvercle du sarcophage et le sarcophage séparément. Soit ils ont amené les pierres pour le faire ici. Le sarcophage de Képhren a-t-il été fait sur place ou transporté depuis Assouan? Je pense vraiment qu'ils l'ont fait à Assouan. Parce que s'ils avaient fait venir les blocs de granit ici, ils n'auraient pas pu franchir la porte. Alors que là, regardez, le sarcophage passe parfaitement par l'ouverture. Si Képhren cherche autant de perfection pour son tombeau, c'est parce que contrairement à son père Khéops, qui avait élaboré un système funéraire complexe à plusieurs chambres, celui de Képhren n'en a qu'une. Certains égyptologues attribuent cette simplicité au pragmatisme du pharaon. C'est ça qui prime, cette idée-là. Faisons d'abord l'essentiel pour qu'on puisse enterrer le roi au cas où il meurt. Parce qu'il faut qu'on lui garantisse la résurrection. Képhren jouait-il la sécurité ou a-t-il sciemment voulu se démarquer de son père? Pour l'instant, aucun élément ni aucune technologie ne permet de répondre à cette question. Mais son évidente simplicité continue d'alimenter les doutes des scientifiques. On a souvent cherché d'autres appartements funéraires dans la pyramide de Képhren parce qu'on estimait en fait que les appartements étaient beaucoup trop simples. Un jour, de nouvelles technologies nous permettront peut-être d'aller plus loin en révélant les ultimes secrets de Képhren. Mais pour découvrir le dernier trésor de Gizeh, il faut contourner entièrement la pyramide de Képhren. Car la troisième pyramide, celle de son fils, le pharaon Mykérinos, est beaucoup plus petite que les deux autres sur le plateau. Elle mesure 63 mètres à peine. La hauteur est environ 2,5 fois plus petite que la pyramide de Khéops. Pourquoi on passe d'un gigantisme exacerbé à une taille relativement humaine? Ils ont peut-être eu un problème de place sur le plateau de Gizeh. Les pyramides sont bâties en suivant une diagonale, et la pyramide de Mykérinos est très proche de l'extrémité sud du plateau. Il n'y a pas de pente abrupte, mais une rivière, donc peu de place pour une pyramide immense. Mais les raisons de ce changement pourraient aussi être politiques. Si vous observez les statues de Mykérinos, regardez son visage. Chez Khéops et Képhren, on devine des rois forts. Chez Mykérinos, on voit pour la première fois un homme bon, gentil. Il accompagne les dieux et les déesses, il leur touche la main. Il est différent. Avec Mykérinos, j'ai l'impression qu'il s'essouffle, que tout est ralenti. On a le sentiment que personne ne supervise vraiment, que les caisses se vident. Et oui, que le processus s'essouffle, qu'il se fatigue. Quelles que soient les raisons de la petite taille de Mykérinos, pour Vassil Dobrev, ce qui compte, c'est que la dernière pyramide de Gizeh est aussi un concentré de technique. Même si sa construction intervient presque un siècle après celle de Khéops. On dit souvent que Mykérinos a fait une petite période parce qu'on ne savait plus bien construire et que les techniques sont un peu perdues. Mais pourtant, c'est ici, dans son temple funéraire, c'est là qu'on trouve les plus gros blocs taillés sur Giza. Ici, il y a des blocs qui pèsent à peu près 200 tonnes. Et ça veut dire que les techniques sont toujours là. C'est l'idée qui est différente. Là encore,
la précision au millimètre des relevés photogrammétriques nous permettra peut-être de mieux comprendre comment a été construite la pyramide de Mykérinos. En zoomant sur la pyramide de Mykérinos, la première chose qui attire mon attention, c'est l'existence en fait d'une carrière située près du coin nord-ouest. Donc cette carrière n'a été que très rarement citée et jamais décrite. Donc cette photogrammétrie permettrait de dresser un plan très précis des blocs qui ont été exploités ici. On voit encore en fait les larges sillons qui ont permis de détacher les blocs de construction. Donc la taille de ces blocs est assez importante puisqu'ils font de l'ordre de 3 mètres sur 3. Donc des blocs qui peuvent peser plus de 10 tonnes, voire 20 tonnes. Ici aussi, les bâtisseurs de l'Antiquité utilisent les matériaux disponibles à proximité pour s'éviter de transporter les blocs sur de longues distances. Mais cette stratégie ne fonctionne pas pour toutes les pierres de la pyramide. Car Mykérinos fait des choix esthétiques qui tranchent totalement avec ceux de ses ancêtres. L'une des grandes particularités de Mykérinos, c'est qu'il a construit sa pyramide avec un revêtement en granit, beaucoup plus dur que du calcaire et aussi qui protège. On sait que tout ce qui est solide dans une pyramide, c'est en granit. Alors ici, il a fait tous les revêtements. Est-ce qu'il montait jusqu'en haut? C'est pas sûr. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de finir. Le pauvre, peut-être n'a pas régné aussi longtemps que Khéops ou que Khéphren, donc il n'a pas réussi à finir le revêtement de sa pyramide. Chaque roi cherche à lancer une mode. Mykérinos s'est peut-être dit qu'il devait faire quelque chose d'autre qu'un revêtement en calcaire pour sa pyramide. À chaque dynastie, une nouvelle mode apparaît. Les 16 premiers niveaux du revêtement de Mykérinos sont en granit. Le pharaon est le seul sur le plateau de Gizeh à utiliser cette roche en abondance. Les égyptologues pensent que le reste de la pyramide était en calcaire. Mais le granit est beaucoup plus difficile et long à tailler. En faisant ce choix, Mykérinos prend le risque que son tombeau ne soit pas fini à temps avant sa mort. L'une des dernières tâches qui restait à effectuer était de lisser le bas en granit de la pyramide. Les ouvriers ont quitté le chantier, laissant les faces extérieures de chaque bloc de revêtement en granit avec cette masse de pierre en trop. Tout ceci devait être taillé, martelé avec des percuteurs lourds. Le chantier s'est arrêté. On voit ainsi comme figé dans le temps l'une des étapes de la construction des pyramides. Depuis Paris, Franck Monnier continue l'analyse des relevés photogrammétriques de la dernière pyramide de Gizeh. Il remarque une particularité de conception sur les faces de Mykérinos qui apparaissent légèrement incurvées vers l'intérieur. Quand on opère une coupe à l'horizontale, on remarque en fait que les 4 faces ont l'air concaves. Alors maintenant, si je fais une coupe de bas en haut, cette concavité n'est pas régulière. Au point le plus bas, on ne remarque pas de concavité. C'est au fur et à mesure de l'élévation en fait, de la coupe qu'on remarque que celle-ci s'accentue. La précision de ces images permet de distinguer une caractéristique très difficile à percevoir à l'œil nu. Les faces de la pyramide seraient légèrement creusées vers l'intérieur. Mais pour notre spécialiste, ce n'est pas une histoire de construction. Il y a une théorie qui explique cette concavité en fait par une volonté délibérée des constructeurs à construire une pyramide de la sorte, c'est-à-dire non pas avec 4 faces, mais en fait 8 faces. C'est une théorie. Maintenant, on peut aussi imaginer que l'exploitation par les carriers du Moyen-Âge, c'est-à-dire que les carriers du Moyen-Âge ont utilisé les blocs de parement des pyramides de Gizeh, les ont détachés, les ont fait dévaler le long des pentes, tout ça pour les réemployer comme éléments de construction dans la ville du Caire. Donc le fait d'avoir détaché ces blocs et les avoir extraits de cette manière, les avoir fait dévaler le long des faces de la pyramide, a pu aussi endommager les faces de la pyramide. Cette succession de détachements des blocs par le haut aurait peut-être fini par créer un sillon sur les faces de la pyramide. C'est aussi au Moyen-Âge que le sultan Osman Bey fait percer la célèbre fente sur la face nord en espérant trouver l'entrée de la pyramide. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'un explorateur anglais découvre la véritable entrée. Celle-ci se trouve en réalité beaucoup plus bas, à moins de 4 mètres du sol. Elle ouvre sur un passage étroit qui descend jusqu'à une première chambre. C'est orné de motifs de fausses portes. La porte ne s'ouvre pas. C'est la première fois qu'on voit de la décoration à l'intérieur et sous la pyramide depuis l'époque de Djeser.
Là, en dessous, il y a une herse qui, boum, est abaissée dans une encoche et aurait fermé la pyramide. Ça représenterait la deuxième ligne de défense. La première étant a priori le revêtement externe et la fermeture du passage. Ici, Mykérinos copie le dispositif de protection que Khéops utilise pour sa chambre funéraire. Un mur de herse qui s'abaisse grâce à un mécanisme de poulie. Après ce système de défense, il faut encore traverser un couloir horizontal qui débouche sur une autre pièce, bien plus grande cette fois-ci. On arrive donc à la fin d'un passage horizontal, dans une pièce rectangulaire, plutôt spacieuse, complètement taillée dans la roche naturelle. Beaucoup pensent que c'est la première chambre funéraire de Mykérinos, et beaucoup de choses laissent à penser que c'est le cas. Maintenant, il y a une seconde chambre funéraire en bas de ce passage incliné, et on pense qu'il s'agit de la chambre funéraire originelle, parce qu'il y a une cavité à l'extrémité ouest de la chambre, de la taille d'un sarcophage. C'est la grande particularité de Mykérinos. Son système funéraire n'a rien à voir avec le modèle classique de Képhren. Il est au contraire très élaboré. Et pour cerner au mieux son organisation spatiale complexe, les images de la photogrammétrie s'avèrent très utiles. Quand on est à l'intérieur, on ne se rend absolument pas compte de l'organisation, des dimensions. Et là, en une seule vue, on le voit tout de suite. On a la descendrie, les premières chambres et les différentes pièces jusqu'au caveau. Elles vont permettre d'attaquer des réflexions entre l'organisation peut-être de différentes pièces qui sont très éloignées l'une de l'autre, entre cette pièce-là et le caveau. L'ensemble des chambres funéraires et des passages se simplifie avec le temps. Ici, ils expérimentent encore. Ils changent d'avis, ils semblent avoir décidé de faire une deuxième chambre funéraire en granit. Et effectivement, la photogrammétrie révèle bien cette complexité. Et ce qui perturbe surtout les égyptologues dans le système funéraire de Mykérinos, c'est qu'aucun sarcophage n'a été retrouvé dans la première grande chambre funéraire, alors que tout semblait préparé pour. Ça paraît évident qu'il s'agisse d'une niche pour un sarcophage. C'est la bonne taille. Et ici, le coin est découpé. Et ça, c'est une niche pour un levier, pour qu'il puisse, à l'aide d'un gros levier en bois, soulever le sarcophage un petit peu pour l'ajuster. Et ensuite, quand il était parfaitement en place, il pouvait lâcher le levier et boum, installer le sarcophage dans sa niche. Oui, on a vraiment l'impression qu'ils avaient tout préparé pour le sarcophage. Et pourtant, ils ont changé d'avis. Ou quelqu'un les a fait changer d'avis. Peut-être le roi, parce qu'ils ont préparé une autre chambre plus à l'ouest. Ici, les bâtisseurs de la pyramide ont préparé un emplacement aux dimensions d'un sarcophage avant de l'abandonner. Pour Vassile Dobrev, il ne s'agirait pas d'un changement de plan, mais plutôt d'une ruse. On voit chez Mykérinos une recherche de l'heure. Il fait comme une espèce de chambre au début, qui soi-disant c'est la chambre funéraire, qui est fermée. Pour faire croire que c'est là la chambre funéraire. À l'époque de Mykérinos, déjà, on avait violé les pyramides. Et on a trouvé dans le temple funéraire de Mykérinos des objets qui étaient censés être dans la chambre funéraire de Khéops, avec le nom de Khéops. Donc ça, effectivement, on voit une recherche chez Mykérinos de faire croire que c'est là la chambre funéraire pour les voleurs, et puis tout au fait se passe derrière. Est-ce que ça a marché? C'est à voir. La vraie chambre funéraire de Mykérinos, celle qui aurait abrité le corps embaumé du pharaon, se trouverait donc au bout de ce long couloir qui descend depuis la première chambre. Marc Lehner accepte de nous y conduire. Donc la chambre funéraire où Mykérinos a probablement été enterré est cette chambre en granit, magnifiquement polie, du moins à l'époque, est située au bout de ce passage. Pour construire cette chambre de 17 mètres carrés intégralement en granit, les bâtisseurs auraient taillé les blocs directement sur place. C'est évident, ils ont fini la pièce après avoir disposé les blocs. Ils ont placé les blocs avec les faces extérieures à l'état brut
Puis, ils ont sculpté la pièce dans le granit brut. C'est pour ça qu'on peut voir 1 centimètre de cette pierre qui dépasse sur ce coin, ou 1 centimètre de cette pierre qui dépasse sur celui-ci. Mais actuellement, contre toute attente, il n'y a aucun tombeau dans cette chambre. Pourtant, lorsque des explorateurs y entrent pour la première fois au XIXe siècle, il y avait bien un sarcophage. Il faut savoir que ce sarcophage a en fait été découvert au XIXe siècle, mais qu'il a été emporté par ces découvreurs. Et ces découvreurs, en fait, ont décidé, un peu en catimini, de l'extraire de la pyramide et de l'emmener en Angleterre. Malheureusement, le bateau qui l'a emmené en Angleterre a subi un naufrage et le sarcophage a disparu dans la mer Méditerranée. Avant de le perdre, ces explorateurs avaient pu regarder à l'intérieur du sarcophage. Il était vide. Mais son analyse aurait peut-être permis d'apporter de nouvelles réponses sur les mystères des pyramides. Car aujourd'hui, malgré les avancées rendues possibles grâce à des techniques prometteuses comme la photogrammétrie, il reste encore beaucoup de secrets à découvrir sur le plateau de Gizeh, l'un des sites pourtant les plus étudiés de l'Égypte. Les années à venir réserveront sans doute encore bien des découvertes, bien des surprises, puisque le plateau de Gizeh n'a pas tout révélé. Il reste encore beaucoup de mystères, beaucoup de choses à découvrir, donc on espère qu'avec les recherches qui sont effectuées actuellement et celles qui vont suivre, on aura de nouveaux éléments qui nous permettront de comprendre comment ont été construites les grandes pyramides. Même si pour d'autres, ce sont justement ces mystères qui entourent les pyramides qui continuent de fasciner le public depuis plus de 4500 ans. Lorsque j'emmène un groupe de personnes devant le Sphinx, je vois dans leurs yeux qu'ils s'émerveillent devant un tel mystère. Ils ne veulent même pas connaître la vérité. Ils veulent que le mystère perdure. D'après certains égyptologues, il faudra encore des centaines d'années pour que l'Égypte révèle tous ses trésors. Les méthodes numériques pourraient accélérer cette enquête qui dure depuis des siècles.